tous, donc aujourd'hui on est le jeudi 16 janvier et depuis 2-3 jours on a des températures largement positives. Là en ce moment il fait 14 degrés, il y a un beau soleil et on peut voir aussi les ruches là derrière qui sont en train de bouger pas mal de vent. Ce temps-là c'est bien et c'est pas bien parce que au niveau végétation c'est en train d'avancer rudement vite, je trouve. Il y a déjà des saules qui commencent à blanchir au niveau des bourgeons. Bon, les noisetiers sont en fleurs, ils sont pas tous en fleurs encore pour le moment, donc là la floraison elle s'étale un petit peu, c'est tant mieux pour les abeilles. Et je voulais donc faire cette petite vidéo pour faire un petit peu le point justement sur la dernière vidéo que j'ai dû faire au mois de décembre de mémoire. Et là, donc vous entendez là derrière, c'est David qui me donne un coup de main pour débroussailler les ruchers. On a affairé à faire ça cette semaine, mais on a encore pas mal à faire. Donc on débroussaille un petit coup tout autour et puis on coupe quelques branches avec la tronçonneuse. On fait un petit peu de place pour... là aujourd'hui j'ai le 4x4, mais on fait un petit peu de place aussi pour le camion parce qu'il y a toujours des branches qui raccrochent. Donc c'est autant le faire maintenant, après on n'aura plus le temps. Qui était de la vidéo donc avec le lavage des grilles à rennes, donc j'ai plusieurs personnes qui m'avaient posé des questions sur la chaudière justement. Donc on m'avait demandé si je lavais les corps et les planchers avec la chaudière. Il s'avère que non, parce que en fait faut chauffer quand même un très gros volume d'eau, donc je pense que au niveau rentabilité on n'y est pas. Ce que je fais, c'est que j'utilise le Karcher à eau chaude, hein, et puis donc pour ce qui est des corps et des planchers, déjà on gratte le plus gros de la propolis sur les corps. Ensuite on passe les corps de ruche au laveur à eau chaude. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'aujourd'hui l'inconvénient c'est qu'il fait beau mais il y a du vent. Donc on passe les corps au Karcher et une fois qu'on les a donc bien passés au Karcher, on les passe à l'eau de javel. Donc c'est un mélange eau de javel, eau et un produit mouillant avec, donc produit mouillant c'est produit vaisselle, pour que l'eau de javel puisse avoir une action sur la paroi et qu'elle fasse pas que de glisser en fait. Donc on fait ça et puis on laisse, moi généralement je le laisse agir une bonne grosse demi-heure, enfin le temps qu'on ait le temps de laver d'autres corps. Et ensuite on rince tout à l'eau chaude. Voilà. Après niveau désinfection, je fais pas plus que ça. Je vois pas ce qu'on pourrait faire pour vraiment bien désinfecter le tout. Les ruches en plastique généralement elles sont pas très sales, donc on passe pas des heures à les nettoyer. Pour ce qui est des ruches en bois, bien évidemment je les passe à la flamme, hein. J'insiste bien, il faut vraiment bien que la propolis se décolle, et il faut aussi que le bois soit bien noirci pour vraiment bien désinfecter la ruche si jamais il y a des bactéries dedans qui s'y promènent. Donc pour ce qui est du réglage de la température du laveur, moi je lave donc tous les éléments en plastique à 90 degrés. Ça aussi c'était une question qui m'avait été posée. Et puis pour ce qui est donc oui, comme je vous disais, j'utilise des cristaux de soude pour nettoyer mes grilles à rennes. Je pense qu'il y a eu une petite confusion de certaines personnes. C'est bien des cristaux de soude que j'utilise et pas de la soude caustique. Ça n'a rien à voir. La soude caustique c'est beaucoup plus dangereux, hein. Faut pas manipuler ça comme n'importe comment.
Moi, c'est simplement des cristaux de soude. C'est les cristaux de soude qu'on utilise pour lessiver les murs ou pour faire sa propre lessive maison. Donc, c'est pas le produit dangereux comme la soude caustique. Moi, c'est bien les cristaux de soude que j'utilise. Et on appelle ça chez nous la lessive Saint-Marc. Voilà, c'est tout simplement ça. Et j'avais eu une autre question aussi, donc d'un monsieur qui me demandait si je stimulais mes colonies au printemps. Je les stimule pas du tout au printemps. Je trouve pas ça utile. En plus, stimuler les colonies au printemps, c'est bien beau. Elles vont être plus belles que peut-être que d'autres qui ne seront pas stimulées. Mais le gros inconvénient, c'est qu'on va se retrouver avec un taux d'essaimage un peu plus élevé, je pense. Hein, si vous leur faites croire que c'est le printemps et que vous les stimulez avec des petites doses de sirop un petit peu toutes les semaines, au bout d'un moment, vous allez voir vos essaims qui vont s'accrocher aux arbres. Donc moi, je stimule pas du tout. En plus, on a une belle floraison de saules, de fruitiers, de pissenlits au début du printemps. Donc elles ont tout ce qu'il faut en protéines, en apport de pollen. Donc je vois pas pourquoi je devrais utiliser du sirop pour les stimuler. On va revenir sur la vidéo que j'avais faite sur le varromed. Donc il y a un monsieur qui me demandait qu'est-ce qui est le mieux à utiliser pour traiter le varroa. Je vous dirais, après c'est un peu au feeling de chaque apiculteur, hein. Je ne vais pas vous dire d'aller acheter le varromed parce que c'est miraculeux, ni de l'apivard. Tout ce que je peux dire, c'est que le varromed, j'ai fait des comparaisons en même temps avec de l'acide oxalique par dégouttement et puis le varromed. Au niveau efficacité, franchement, on se retrouve au même point. Ils ont très bien fonctionné tous les deux. J'ai eu pas mal de varrois qui ont tombé sur certaines colonies et puis d'autres beaucoup moins. C'est pas du tout homogène. Donc là, je pense qu'on est tous dans le même cas, hein, au niveau du varroa. Donc comme j'ai contrôlé la chute de mes varrois, pour celles qui étaient vraiment fort infestées, donc c'est-à-dire celle que je vous avais montrée, qui avait 400 ou 500 varrois qui étaient tombés, j'ai refait un deuxième coup d'acide oxalique 8-10 jours après le premier. Vraiment parce qu'elles étaient fort infestées. Après, j'aime pas trop non plus mettre la dose de produits de traitement sur les abeilles. C'est pas mon truc. Je pourrais éviter tous ces produits. Franchement, je m'en porterais que mieux. Et elle aussi, je pense. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Après, pour l'utilisation de l'acide oxalique par dégouttement, il faut quand même rester vigilant. C'est un traitement d'hiver. Donc quand j'ai un monsieur qui m'a dit oui, au mois de septembre, j'ai fait de l'acide oxalique par dégouttement, je dis non. C'est pas le bon moment pour faire de l'acide oxalique. L'acide oxalique, il faut bien se rappeler qu'il faut le faire hors période de couvain. Donc c'est-à-dire qu'il faut le faire au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est l'idéal. Si vous le faites en période de couvain, ça n'aura pas une efficacité aussi bonne qu'au mois de décembre, hein. Le varroa, lui, il reste planqué au mois de septembre dans les alvéoles. Et l'acide oxalique, elle pénètre pas, enfin elle passe pas l'opercule du couvain fermé. Donc ça sert strictement à rien de traiter à l'acide oxalique au mois de septembre. Le mieux, c'est d'utiliser des lanières, apivars, à piston ou encore l'Apilive VAR aussi, que vous pouvez encore utiliser au mois de septembre. Faut pas non plus qu'il fasse trop chaud avec ce produit de traitement là. Enfin bon, tout ça vous pouvez le voir sur internet, hein, lire tous les modes d'emploi de ces produits là, vous les avez dispo sur internet. Et puis regardez les vidéos aussi des collègues qui vous expliquent bien aussi eux comment ils font. J'avais pris mon petit anti-sèche parce que sinon c'est dur de se rappeler de tout. Oui, il y avait une personne aussi qui me demandait où c'est que j'avais eu mes langes. Donc c'est les petites
plaque blanche que je mets entre le corps de ruche et le plancher. Donc celle-ci, sont une espèce de petite gaufrette là. Celles-ci, je les achète chez tous les revendeurs de matériel apicole. Hein. Y a pas, c'est pas trop compliqué à trouver. Voilà. Donc c'est un petit peu le retour que je pouvais vous faire pour l'utilisation du varomètre. Donc ça a bien fonctionné. Moi je trouve que le gros inconvénient c'est d'appuyer sur la bouteille. Franchement, au bout d'un moment vous avez mal au pouce quoi. Ou j'ai pas les pouces assez musclés, mais franchement j'ai galéré. Et puis la graduation sur le côté, bon moi maintenant j'ai 42 ans. Donc la graduation qui est translucide sur le flacon, franchement j'ai eu du mal aussi à lire les graduations. Donc bon, je sais que maintenant on peut se faire des petits repères au feutre indélébile pour voir un petit peu ce qu'on met comme dose pour pas en mettre trop non plus. Donc voilà, pour ce qui est du varroa, moi personnellement je suis en pleine réflexion. Quand je vois le taux d'efficacité de mes lanières Apivars cette année, je me dis que doit y avoir un souci quoi. Un souci du produit, un souci moi aussi parce que je suis obligée de traiter en septembre. Donc vous imaginez bien qu'au mois de septembre j'ai un taux d'infestation de varroa qui explose le plafond. Donc je suis en pleine réflexion pour savoir quelle méthode alternative je pourrais bien mettre en place au mois de juin pour justement quand le varroa commence à bien se développer, et essayer d'assainir un petit peu la ruche à ce moment-là. Donc j'ai contacté 2-3 apiculteurs qui eux fonctionnent qui sont en apiculture bio. Et je réfléchis un petit peu à tout ça quoi, si je peux pas adopter ça sur mon exploitation. Donc moi je suis en conventionnel, hein, donc voir si je peux pas rabaisser le taux d'infestation donc au mois de juin. Et puis pouvoir après justement peut-être faire un traitement aussi à l'Apivar au mois de septembre, qui aurait, je pense, une meilleure efficacité vu que j'aurais déjà dégommé pas mal de varroa au mois de juin. Donc voilà, c'est une première réflexion. Après, je réfléchis aussi à éventuellement passer une partie du cheptel en bio pour justement faire un essai et voir si on arrive aussi à s'en sortir à ce niveau-là en apiculture bio. J'y réfléchis, j'ai commandé déjà mes premiers corps de ruche en bois. Donc vous voyez, je fais un petit peu la méthode inverse de ce que j'ai fait jusqu'ici. Hein. Donc moi, ça fait bientôt 18 ans que je suis installée en apiculture. Non, ça va faire bientôt 19 ans, pardon, que je suis installée en apiculture. Et je pense qu'il faut se remettre un petit peu en question de temps en temps. Et puis voir... quand je vois comment fonctionnent mes collègues en bio, qui s'en sortent pas trop mal, qui arrivent à bien gérer leur varroa, je me dis que pourquoi pas essayer comme eux et justement peut-être mettre cette méthode-là en pratique au mois de juin. Et justement essayer de gérer ces colonies-là avec de l'encagement de rennes, de l'acide oxalique et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Donc peut-être un passage en bio cette année, enfin du moins cette année avoir une année de conversion, hein, parce qu'on peut pas passer du bio comme ça du jour au lendemain. Il y a 2-3 petites choses à mettre en place avant. La semaine dernière, comme vous avez pu voir, on a fini de gratter les hausses. Donc là, c'était un tout gros chantier quand même à faire parce qu'on en a au moins pour 15 jours non-stop, du matin au soir, à gratter les hausses et aussi pour récupérer la propolis de grattage que je dois encore laver. Je vous passerai peut-être ça en vidéo si j'ai le temps de vous faire tout ça. J'ai fini également de réparer mes petits cadrons de Mini Plus, donc retendre les fils. Et puis actuellement je suis en train de les cirer
Je vous ferai peut-être aussi une petite vidéo là-dessus. Donc voilà pour le projet de 2020. Bon, pour l'instant c'est encore à l'état de la réflexion, hein. J'ai pas fait encore ma demande de conversion. Je vous dis, tout ça c'est une réflexion à faire, parce que passer en bio et gérer le varroa, ça demande énormément de temps, hein. Ça se fait pas non plus du jour au lendemain. La méthode d'encagement, ça demande également beaucoup de temps. Donc faut que j'arrive à trouver des saisonniers justement pour m'aider à accomplir cette tâche là, parce que ça va pas se faire tout seul. Et donc rechercher les rennes, tout ça, ça demande un sacré temps, puis ça demande aussi un peu d'expérience aussi en apiculture. Donc voilà pour 2020. Vous m'excuserez ma tête, hein, je suis pas en super forme en ce moment. Bon, c'est tout, on fait avec. Je voulais remercier aussi les 2 dames que j'avais vues au salon le CIMAPI d'Avignon. Je voulais les remercier pour le petit retour qu'elles avaient fait au sujet de mes vidéos. Et puis on a parlé famille et tout, ça m'a bien plu. Et puis c'est 2 grandes fans de ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc elles étaient toutes contentes que j'avais repris les vidéos. Et puis je voulais les remercier pour leur retour. Je voulais remercier aussi les gens que j'avais vus au salon. Un tout grand merci. Vous êtes arrêtés et discuté avec moi, et puis d'avoir eu les retours sur les vidéos, ça me fait vraiment droit au cœur. Voilà, donc la vidéo est finie. Et puis si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, peut-être des choses au niveau des mini plus ou de l'élevage, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis au besoin, je vous fais soit une vidéo, soit je vous réponds. À une toute prochaine semaine. Voilà, on va finir de débroussailler et puis se rentrer, parce que le soleil est en train de se coucher. Donc il va bientôt faire nuit. Voilà, ciao pour une prochaine vidéo.